Le cinéma est un tas de fumier. Quand Sophie Marceau balance cette phrase à Cannes en 1999, la salle explose. Huée, regard glacé, journalistes furieux. La femme que la France avait transformée en fantasme national venait d'insulter en direct le monde qu'il avait fabriqué. Certains la traitent d'ingrate, d'autres de folle incontrôlable. Mais derrière cette violence, il y avait une vérité bien plus sombre. Sophie Marceau n'a jamais été heureuse dans la lumière. Idolâtrée depuis l'adolescence, désirée par des millions d'hommes, enfermée dans des histoires d'amour étouffantes, elle a passé sa vie à fuir les cages qu'on construisait autour d'elle. Et peut-être que le plus cruel dans son histoire, ce n'est pas la célébrité, mais la solitude qui l'a accompagnée jusque derrière son visage parfait. À 14 ans, Sophie Marceau devient brutalement le visage de toute une génération. Une adolescente de banlieue, encore inconnue quelques mois plus tôt, se retrouve propulsée au sommet avec la boum. La France découvre un sourire insolent, des yeux immenses, une grâce presque accidentelle. Très vite, l'Europe entière s'emballe. Les magazines parlent d'elle comme de miracle. Les producteurs la veulent partout. On ne vend plus seulement un film, on vend Sophie Marceau. Son visage envahit les affiches, les couvertures, les plateaux télé. Elle n'est plus une jeune fille, elle devient un fantasme collectif. Mais derrière l'image parfaite, quelque chose se fissure déjà. Née Sophie Danielle Sylvie Maupu, le 17 novembre 1966, dans le 15e arrondissement de Paris, elle grandit loin du luxe qu'on lui associera plus tard. Père chauffeur routier, mère employée dans un grand magasin puis dans une brasserie, enfance ordinaire à Chelles puis à Gentilly, appartement modeste, parents qui divorcent quand elle a 9 ans. Rien ne la préparait à devenir la petite fiancée de la France. Et peut-être est-ce justement pour cela qu'elle supportera si mal le système qui l'a avalée. Car très tôt, Sophie comprend le piège. Plus elle devient célèbre, moins on semble écouter ce qu'elle pense réellement. Les journalistes décrivent sa bouche avant ses idées. Les réalisateurs parlent de sa photogénie comme d'un produit rare. On la façonne en incarnation de la jeune Française idéale, fraîche, élégante, désirable, mais jamais menaçante. Une poupée chic pour le cinéma européen. Elle déteste cela. Sur les plateaux, son tempérament surprend. Elle répond sèchement, refuse certaines interviews, contredit des metteurs en scène plus âgés qu'elle. À peine sortie de l'adolescence, elle comprend déjà les règles tacites du milieu. Sourire, séduire, se taire. Sophie choisit exactement l'inverse. Plus les médias l'adorent, plus elle se méfie de leur amour. Comme si chaque compliment cachait une tentative de possession. Hollywood commence à lui ouvrir les bras. Pourtant, elle observe ce monde avec une froideur presque agressive. Pour elle, l'industrie du cinéma transforme les femmes en surfaces brillantes qu'on consomme avant de les remplacer. Elle voit les actrices réduites à des silhouettes, à des fantasmes décoratifs. Et cette idée lui devient insupportable. Alors elle provoque. Elle critique les producteurs à la télévision, refuse d'obéir aux stratégies de communication, donne des interviews où elle parle de manipulation, de contrôle, d'hypocrisie. La presse française commence déjà à la qualifier de « difficile ». Mot souvent utilisé pour désigner les femmes qui refusent d'être dociles. Le paradoxe fascine le public. La plus belle jeune femme de France semble haïr le monde qui la désire autant. Plus elle devient une icône, plus elle cherche à détruire l'image qu'on projette sur elle, comme si Sophie Marceau passait sa jeunesse entière à lutter contre son propre mythe. Et au milieu de cette guerre silencieuse contre la célébrité, un homme va apparaître, plus âgé, brillant, dangereusement magnétique. Un homme capable de comprendre sa rage, mais aussi de l'enfermer plus profondément encore. Il arrive dans la vie de Sophie Marceau comme un séisme. Un regard dur, une intelligence féroce, une réputation d'artiste maudit. Andrzej Zulawski n'a rien des hommes lisses qui gravitent autour des jeunes actrices françaises de l'époque. Il est excessif, brillant, incontrôlable. Quand Sophie le rencontre au Festival de Cannes au début des années 80, elle n'a encore que 18 ans. Lui en a 44. 26 années d'écart, 2 mondes, 2 générations. Et pourtant,
La collision est immédiate. Autour d'eux, beaucoup parlent déjà d'une relation inquiétante. Certains y voient une fascination intellectuelle, d'autres une emprise. Mais Sophie, elle, semble hypnotisée. Zulawski ne la regarde pas comme une star adolescente. Il voit en elle une matière artistique brute, presque sauvage. Pour une jeune femme qui déteste être réduite à son apparence, cette attention agit comme une drogue. Alors elle casse tout derrière elle. À l'époque, Sophie est liée par un contrat extrêmement puissant avec Gaumont. Le studio a investi sur elle, construit son image, planifié son avenir. Mais par amour pour Zulawski, elle décide de partir. Le scandale éclate immédiatement. Rupture de contrat, indemnité énorme, presse choquée. La France découvre que sa jeune idole est capable de brûler sa carrière pour un homme plus âgé, au passé sulfureux. Ce geste marque le début d'une histoire aussi romantique qu'étouffante. Pendant 17 ans, Sophie vit dans l'orbite de Zulawski. Ils auront un fils, Vincent, né en 1995. Mais derrière l'image du couple intellectuel fascinant, quelque chose s'assombrit lentement. Sophie quitte progressivement le tumulte médiatique français pour suivre le réalisateur entre Paris et la Pologne. Le cercle autour d'elle se rétrécit, les apparitions mondaines diminuent, les rôles changent. Comme si la femme la plus désirée d'Europe disparaissait peu à peu derrière le génie de son compagnon. Dans le milieu du cinéma, beaucoup décrivent Zulawski comme un créateur tyrannique, visionnaire pour les uns, destructeur pour les autres. Ses tournages sont réputés extrêmes, émotionnellement violents, presque suffocants. Et certains proches commencent à murmurer que Sophie n'est plus seulement sa compagne, elle devient son territoire. Le contraste trouble profondément ceux qui l'observent. Pendant que Zulawski signe des œuvres admirées par les intellectuels européens, Sophie semble s'effacer. Elle tourne moins, accepte de vivre loin des projecteurs, s'occupe de leur fils dans une existence beaucoup plus discrète qu'on aurait pu l'imaginer, comme si la jeune femme qui voulait fuir les cages du cinéma avait fini enfermée dans une autre forme de prison. Mais le plus troublant reste son silence. Jamais elle n'attaque publiquement Zulawski. Jamais elle ne se pose en victime. Au contraire, elle parle souvent de lui avec admiration, presque avec dévotion, et c'est peut-être cela qui rend leur histoire si dérangeante. Car certaines relations ne détruisent pas avec des cris, elles absorbent lentement une personne jusqu'à ce qu'elle oublie où s'arrêtent ses propres frontières. Avec le temps, Sophie recommence pourtant à étouffer. La colère qu'elle portait contre le système revient, plus brutale encore. Sauf qu'à présent, elle ne lutte plus seulement contre Hollywood ou les producteurs. Elle lutte aussi contre l'homme qu'elle aime le plus au monde. Et peut-être était-ce là la véritable tragédie. L'homme qui avait semblé sauver Sophie Marceau du cinéma devenait peu à peu la cage la plus immense de toute sa vie. Peu à peu, Sophie Marceau cesse d'être la jeune femme silencieuse qu'on croyait pouvoir modeler. Quelque chose change dans son regard, dans sa manière de parler, dans cette froideur soudaine qui déstabilise les plateaux de télévision. Elle n'essaie plus de plaire. Elle pire encore pour l'industrie. Elle commence à dire exactement ce qu'elle pense. Et le cinéma français déteste cela. Sur certains tournages, les tensions deviennent explosives. Sophie supporte de moins en moins les méthodes autoritaires de réalisateurs habitués à régner par la peur. Lorsque le nom de Maurice Pialat revient dans les interviews, l'atmosphère se tend immédiatement. Elle critique ouvertement ces méthodes brutales, évoque la violence psychologique, les humiliations, les rapports de domination imposés aux acteurs. Dans un milieu où beaucoup préfèrent se taire pour préserver leur carrière, sa franchise ressemble à une déclaration de guerre. Très vite, une réputation colle à sa peau, difficile, arrogante, incontrôlable. Les médias commencent à raconter l'histoire d'une actrice incapable d'obéir aux règles. Une femme trop belle pour être aussi agressive. Car c'est bien cela qui dérange le plus. Sophie Marceau refuse d'être décorative. Elle refuse d'être reconnaissante envers un système qui l'a sexualisée dès l'adolescence avant de lui reprocher son caractère. Alors elle provoque encore davantage. Dans plusieurs interviews, elle attaque frontalement Hollywood. Elle part d'un univers obsédé par le pouvoir, les étiquettes, le contrôle des femmes. Selon elle, les actrices sont enfermées dans des rôles prédéfinis. La jeune ingénue,
la femme fatale, puis l'oubli. Sophie refuse cette mécanique. Elle refuse qu'on décide à sa place de ce qu'elle doit montrer, cacher, désirer ou devenir. Et lorsque certaines scènes de nudité artistique déclenchent des polémiques féroces, la presse s'acharne. Les tabloïds parlent de provocations calculées. D'autres insinuent qu'elle utilise son corps pour maintenir sa célébrité. Sophie répond avec un mépris glacial. Elle accuse le public de projeter sa propre vulgarité sur les femmes qui l'observent. Pour elle, le scandale ne vient pas du corps féminin, mais du regard qui cherche constamment à le salir. Cette période transforme définitivement son image. Elle n'est plus seulement la femme la plus séduisante de France, elle devient une figure inquiétante pour une partie du milieu culturel. Une actrice capable de ridiculiser les journalistes en direct, de contredire des producteurs puissants, de refuser des rôles pourtant prestigieux. Certains réalisateurs cessent de l'appeler. D'autres, au contraire, admirent cette liberté brutale qu'ils n'avaient jamais vue chez une star de son niveau. Mais derrière cette rébellion publique, une autre bataille se joue en silence. Car pendant qu'elle tente de reprendre le contrôle de son corps, de sa parole et de son image, sa propre vie intime commence lentement à se fissurer. Et l'amour qui dominait toute son existence depuis près de 2 décennies approche déjà de son point de rupture. En 2001, après 17 années de relation, Sophie Marceau et Andrzej Żuławski se séparent. Aucun scandale public, aucun règlement de compte télévisé. Pas de guerre médiatique comme celle que le cinéma adore transformer en spectacle. Et pourtant, derrière ce silence presque élégant, la rupture ressemble à un effondrement intérieur. Pendant près de 20 ans, Żuławski avait occupé tout l'espace de sa vie. Il était à la fois mentor, amant, refuge, prison, obsession. Sophie avait quitté une industrie entière pour lui, traversé des années d'isolement émotionnel, accepté de vivre loin du vacarme qui avait fait d'elle une icône. Et soudain, tout s'arrête. Autour d'elle, beaucoup pensent qu'elle va enfin respirer. Certains proches imaginent même une renaissance. La fin d'une relation jugée étouffante, presque dévorante. Mais la vérité semble beaucoup plus complexe, car quitter Żuławski ne signifie pas s'en libérer. Au contraire, après leur séparation, Sophie donne parfois l'impression d'être hantée par cette histoire, comme si l'homme qui avait dominé sa jeunesse continuait d'exister à l'intérieur d'elle, même absent. C'est aussi durant cette période qu'un autre homme prend une place importante dans sa vie, Jim Lemley. Producteur discret, plus rassurant, plus stable en apparence. Leur relation commence à la fin des années 90, alors que Sophie tourne The World Is Not Enough. Avec lui, elle semble chercher quelque chose de plus calme, une forme de normalité après les années brûlantes passées avec Żuławski. En 2002, naît leur fille Juliette. Vue de l'extérieur, tout ressemble enfin à une reconstruction, mais certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Même lorsqu'elle sourit sur les tapis rouges, quelque chose reste fragile. Dans ses interviews, Sophie évite souvent les confidences directes sur sa séparation avec Żuławski. Pourtant, chaque fois que son nom apparaît, le ton change. Une tension invisible traverse ses phrases. Ni haine, ni paix véritable. Comme si leur histoire appartenait à une zone impossible à refermer. Puis vient 2016. Żuławski meurt d'un cancer en Pologne. Et soudain, toute la carapace de Sophie Marceau semble se briser devant le monde entier. Ceux qui assistent aux funérailles parlent d'une femme détruite, épuisée par le chagrin. Elle pleure ouvertement, incapable de masquer l'ampleur du lien qui existait encore entre eux, malgré les années de séparation. Cette image bouleverse profondément l'opinion publique. Car depuis longtemps, beaucoup avaient construit un récit simple, celui d'une femme ayant enfin quitté un homme dominateur pour reprendre sa liberté. Mais la réalité humaine ne fonctionne jamais aussi proprement. Sophie n'a jamais cessé d'aimer Żuławski. Peut-être même qu'elle ne s'est jamais totalement remise de lui. Et c'est précisément ce qui rend leur histoire si tragique. Le réalisateur qui l'avait enfermée était aussi celui qui semblait l'avoir comprise mieux que quiconque. L'homme qui avait contribué à ses blessures restait également le grand amour de sa vie. Contradiction brutale, presque impossible à expliquer. Comme si Sophie avait passé son existence entière à tenter de fuir une douleur dont elle ne voulait pourtant jamais être guérie. Dans le regard de nombreux Français,
Elle cesse alors d'être uniquement une légende du cinéma. Elle devient autre chose, une femme profondément humaine, incapable de couper définitivement le fil qui la reliait à son passé. Et peut-être que certaines histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles changent simplement de forme, jusqu'à devenir une absence qui continue de respirer dans chaque silence. Après Andrzej Żuławski, la vie sentimentale de Sophie Marceau semble entrer dans une autre époque, moins volcanique, moins destructrice en apparence, mais aussi plus mélancolique. Comme si, après avoir vécu un amour capable de consumer toute une existence, les relations suivantes ne pouvaient être que des fragments plus calmes, presque silencieux. Avec Jim Lemley, elle tente une reconstruction. L'homme contraste totalement avec Żuławski, discret, américain, éloigné des tourments intellectuels du cinéma européen. Leur histoire débute à la fin des années 90, dans l'ombre des tournages internationaux. Ensemble, ils auront une fille, Juliette, née en 2002. Pendant un temps, Sophie paraît retrouver un équilibre. Les photographes capturent une femme plus apaisée, moins tendue, comme si la maternité lui offrait enfin un territoire protégé du chaos. Mais cette stabilité ne dure pas. Le couple se sépare en 2007, presque sans explication publique. Encore une fois, Sophie refuse les scandales médiatiques. Aucun livre confession, aucun déballage. Elle protège sa douleur avec une froideur presque élégante. Pourtant, derrière cette retenue, certains proches décrivent une femme qui continue de chercher quelque chose qu'elle ne parvient jamais à atteindre, un sentiment d'appartenance véritable. Puis, apparaît Christopher Lambert. Leur relation fascine immédiatement la presse européenne. Ils sont beaux, célèbres, parfaitement photogéniques. Un couple de cinéma au sens le plus classique du terme. Tapis rouge, festival, apparitions sophistiquées. Avec Lambert, Sophie semble retrouver une visibilité plus de l'amour. L'image plaît énormément aux médias. Deux icônes françaises vieillissant avec élégance dans un univers obsédé par la jeunesse. Mais derrière les flashs, quelque chose manque encore. Leur histoire reste étonnamment calme, presque distante émotionnellement. En 2014, ils annoncent leur séparation avec une sobriété désarmante. Pas de drame public, pas d'effondrement spectaculaire. Comme si Sophie avait appris, avec le temps, à quitter les relations avant qu'elles ne la détruisent totalement. Les années suivantes renforcent cette impression. Son histoire avec Cyril Lignac surprend les tabloïds. Une star du cinéma et un chef médiatique, le contraste amuse la presse people. Pourtant, la relation reste courte, discrète, presque insaisissable. Puis vient Richard Caillat, avec qui elle officialise une relation en 2020, avant une séparation quelques années plus tard. À chaque fois, le même schéma semble se répéter. Sophie aime, puis s'éloigne. Comme si aucune présence ne parvenait réellement à occuper la place laissée vide depuis Żuławski. Et c'est peut-être cela qui trouble autant le public, car Sophie Marceau n'a jamais cessé d'être entourée d'hommes admiratifs, puissants, séduisants. Pourtant, malgré la beauté, la célébrité et les histoires d'amour successives, une impression persiste, celle d'une femme intérieurement seule. Après Żuławski, les autres hommes paraissent presque devenir des parenthèses, des respirations temporaires dans une vie sentimentale marquée à jamais par une relation trop immense pour être réellement remplacée. Aujourd'hui, Sophie Marceau semble appartenir à un autre monde que celui des célébrités modernes. À 59 ans, elle apparaît rarement, parle peu, refuse presque systématiquement la surexposition devenue normale pour les anciennes icônes du cinéma. Pas de mise en scène permanente sur les réseaux sociaux, pas de confessions spectaculaires, pas de combat désespéré contre le temps. Et c'est précisément ce qui fascine encore davantage. Dans une époque où l'industrie exige des femmes qu'elles restent éternellement jeunes, Sophie choisit l'effacement plutôt que la course absurde à la perfection. Son visage a changé, bien sûr. Les traits se sont adoucis, le regard est devenu plus grave. Mais elle ne cherche pas à effacer les années avec cette obsession presque violente qui consume tant de stars. Cette liberté dérange autant qu'elle impressionne. Car Sophie Marceau refuse toujours qu'on décide à sa place de ce qu'une femme doit être. Elle vit désormais loin du tumulte parisien, dans une existence beaucoup plus discrète,
presque protégée. La presse continue pourtant de traquer la moindre rumeur sentimentale. Un dîner aperçu, une silhouette photographiée, un homme inconnu à ses côtés. Les tabloïds spéculent sans relâche sur un nouvel amour secret. Mais Sophie ne confirme rien. Comme si, après une vie entière passée sous le regard des autres, elle avait finalement décidé que certaines parties d'elle ne seraient plus jamais accessibles au public. Cette distance crée un étrange renversement. Autrefois, la France rêvait de posséder son image. Aujourd'hui, Sophie semble avoir repris le contrôle total de son invisibilité. Elle ne cherche plus à séduire le monde. Elle cherche seulement la paix. Et peut-être est-ce la première fois de sa vie qu'elle y parvient réellement. Ce choix solitaire intrigue énormément. Comment la femme considérée pendant des décennies comme l'un des plus grands fantasmes européens peut-elle accepter avec autant de calme la solitude, le silence, l'éloignement? Beaucoup y voient une forme de tristesse. D'autres, au contraire, une victoire absolue. Car après avoir été regardée, désirée, jugée et commentée durant presque toute son existence, Sophie Marceau semble enfin vouloir une chose extrêmement simple: qu'on la laisse respirer hors du mythe. Sophie Marceau a tout incarné: la beauté française, le désir, le prestige, le cinéma européen dans ce qu'il avait de plus élégant. Pourtant, derrière l'icône, il y avait une femme traversée par la solitude, les rapports de pouvoir, les amours impossibles et une lutte constante pour rester libre. Peut-être que la véritable tragédie de Sophie Marceau est là. Le monde entier a admiré son visage, sans jamais comprendre entièrement la douleur cachée derrière son regard. Alors au fond, Andrzej Jouaski fut-il le plus grand amour de sa vie ou sa blessure la plus profonde?